qu'on continue nos auditions du jour. Je vais pendant un petit temps cumuler les fonctions de président et de rapporteur. Alors, Monsieur Alexandre Neff, nous allons accueillir donc Alexandre Neff, le directeur général de l'Opéra de Paris. Monsieur Martin Adjari, son directeur général adjoint. Monsieur José Martinez, directeur de la danse. Madame Myriam Mazouzi, directrice de l'Académie, Madame Elisabeth Platel, directrice de l'école de danse, que nous sommes ravis de retrouver après notre petite visite dans vos locaux, Monsieur Olivier Aldeano, administrateur des formations musicales, Madame Ariane Muraour, directrice des ressources humaines. Alors, comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Alors, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour aborder les différentes facettes de l'activité de l'opéra. Même si un déplacement, et comme j'ai déjà évoqué, un déplacement à l'école de danse nous a déjà permis d'en apercevoir une partie. Vous êtes bien sûr une institution publique centrale et vous portez à ce titre une responsabilité évidemment très particulière qui se rapproche à mon sens d'un devoir d'exemplarité. Comment l'Opéra de Paris a pris le virage MeToo dans ses différentes composantes, la danse, le chant, les formations musicales, les métiers techniques, la programmation et la mise en scène, l'enseignement et la transmission. Quel est aujourd'hui le bilan de votre action ? Alors je rappelle que cette commission d'enquête est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Alors on va se prêter à un exercice qui n'est jamais très simple, c'est qu'il va falloir tous que vous fassiez, que vous leviez la main droite et dites « je le jure ». Alors on va essayer de faire ça dans l'ordre partant de Monsieur Neff. Alors, vous appuyez sur le micro, vous dites « je le jure » et je le jure. Et vous réappuyez sur le micro. Voilà. Vous éteignez votre micro. Voilà. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. On a presque réussi un sans faute, mais non. Je le jure. Merci. On a presque réussi, Madame Platel, vous avez fauté. Bon, je vous laisse peut-être Monsieur Alexandre Neff faire un propos liminaire, et puis ensuite on aura évidemment un certain nombre de questions à vous poser. Bon, Monsieur le rapporteur, président. Très bien, j'aime bien cette idée. Mesdames et messieurs membres de la commission, je suis donc ici avec mes collègues que vous venez de présenter. Vous l'avez dit, l'Opéra de Paris est une des grandes institutions culturelles. C'est aussi une maison que je connais assez bien parce que j'y étais directeur de casting déjà entre 2004 et 2008. Je suis ensuite parti diriger la Canadian Opera de Toronto au Canada 2008 à 2020 et j'occupe donc mes fonctions présente depuis le mois de septembre 2020 avec un deuxième mandat qui est déjà annoncé et confirmé et qui devrait m'amener jusqu'en 2032. C'est 2 mandats de 6 ans. Alors, j'aimerais vous présenter brièvement d'abord les grandes missions de l'Opéra de Paris et ensuite les grandes lignes du projet que nous avons mis en œuvre avec les équipes et tout particulièrement ce qui relève des violences et harcèlements sexistes et sexuels. Alors d'abord un mot sur les grandes missions de l'Opéra national de Paris. L'Opéra national de Paris est un EPIC, établissement public de caractère industriel et commercial, sous la tutelle du ministère de la Culture, qui occupe une place particulière au sein de la scène lyrique et chorégraphique en France, et on peut dire même dans le monde, d'abord par l'intensité de son activité de spectacle. Nous occupons sur Paris 4 sites, les 2 théâtres, l'Opéra Bastille et le Palais Garnier, les ateliers Berthier et l'école de danse. Le défi quotidien, quasiment quotidien, c'est d'attirer chaque soir, ou presque
4500 personnes dans ces deux théâtres pour les remplir. Nous présentons 30 productions et environ 380 levées de rideaux par an. Et nous accueillons environ 850 000 spectateurs par an dans nos salles, plus 1 million de visiteurs du Palais Garnier. Deuxièmement, nous sommes particuliers par la diversité de nos missions prévues dans le décret statutaire. D'abord, rendre accessibles les spectacles de ballet, d'opéra et de concert au plus grand nombre. Ensuite, former les artistes de demain. Il y a un rôle éminent de l'Académie, évidemment, avec des artistes en résidence, chanteurs, musiciens, etc. Ensuite, dispenser l'enseignement au sein de l'école de danse à Nanterre. S'ouvrir au public le plus large avec une programmation et des tarifs dédiés et proposer des programmes d'éducation artistique culturelle avec l'Académie. Deux exemples, l'opéra en Guyane et le programme 10 mois d'école et d'opéra. Enfin, rayonner en France et à l'international avec de nombreuses tournées, la diffusion audiovisuelle à la télé, au cinéma et désormais aussi sur notre propre plateforme de streaming qui s'appelle POP, Paris Opera Play. Le troisième point, la place particulière aussi par la diversité de nos métiers et de nos savoir-faire. Nous avons près de 1500 salariés permanents et quelques centaines d'équivalents temps plein en CDD, ce qui représente plusieurs milliers de contrats par an. Nous avons de nombreux collectifs artistiques, 154 danseurs dans le ballet, un orchestre de 175 musiciens, environ 100 artistes des chœurs, une petite troupe lyrique, depuis un petit moment un junior ballet. Les ateliers de costumes, de décors, accessoires, coiffure, maquillage sont intégrés dans la maison et toute production de l'Opéra de Paris est presque entièrement réalisée dans nos ateliers. Et le dernier point qui nous rend un peu une place particulière, c'est le modèle économique, avec un budget annuel de près de 250 millions d'euros, couvert majoritairement aujourd'hui par des ressources propres à presque 60%. Ensuite, quelques mots sur le projet depuis ma nomination. Nous avons mis en œuvre un projet avec les équipes qui prévoit plusieurs actions. D'abord, tout simplement remplir les missions statutaires de l'opéra que je viens de vous présenter. Ensuite, assurer le redressement économique après la crise sanitaire, avec un budget à l'équilibre déjà en 2023, avec 2 ans d'avance sur la feuille de route convenue avec l'État, et un taux de fréquentation moyen de 93%. Ensuite, mieux affirmer la dimension sociale et sociétale de l'Opéra de Paris, sa place dans la cité, en phase avec son temps. Être en prise avec les enjeux de société se traduit notamment par une attention particulière au sujet suivant. Mettre la programmation en phase avec des thèmes qui ont une forte résonance aujourd'hui. Très important, la formation des artistes de demain au sein de l'Académie et de l'école de danse. Une politique d'ouverture avec un fort engagement territorial, une politique en faveur du jeune public et des familles, l'engagement en faveur du développement durable, par exemple avec le collectif 17h25 et un plan de sobriété énergétique. Et enfin, l'engagement en faveur de la diversité. Vous le savez, nous avons commandé un rapport. Il existe désormais un comité consultatif, une référente, et nous avons procédé à plusieurs évolutions sur nos productions. Et également, l'égalité femmes-hommes. Ces inflexions sont présentées dans le document que nous a été transmis, comme par exemple pour le nombre de femmes dans des fonctions clés de la programmation artistique, metteuses en scène, chefs d'orchestre, aussi comme au sein de la direction. Ces actions nous ont permis d'obtenir et de renouveler le double label diversité et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ensuite, si vous me permettez encore quelques mots justement sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels. C'est dans ce cadre que nous avons veillé prendre plus pleinement en compte la question des violences et du harcèlement sexuel et sexiste.
en nous efforçant de déployer notre action sur les différents champs, la formation et la sensibilisation plus systématique, l'écoute et l'accompagnement des victimes, l'innovation avec l'intervention des coordinateurs d'intimité sur des productions par exemple, et aussi des sanctions. Parmi les dispositifs qui sont détaillés dans le document transmis, je vais juste citer quelques-unes dans ce propos introductif. D'abord, la signature d'accords collectifs qui soutiennent la politique de lutte contre les VHSS, qu'il s'agisse des accords sur l'égalité professionnelle ou sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. La mise en place de dispositifs d'écoute et de signalement et la désignation des référents VHSS au sein de la direction comme parmi des représentants des salariés pour rendre effective la remontée d'informations. Et dernièrement, la généralisation des formations à la lutte contre les VHSS qui auront concerné au 31 décembre 2024 84% des salariés de l'Opéra. C'est un chemin, évidemment, qui, d'une certaine façon, ne sera jamais terminé, mais que nous avons bien engagé. Cette politique s'accompagne de la volonté affirmée que chaque signalement auprès de la direction donne lieu à une enquête interne et que chaque agissement répréhensible avéré donne lieu à une sanction, qu'il s'agisse de décisions RH internes qui vont de l'avertissement au licenciement, mais aussi de la mise à l'écart ou du renvoi d'artistes invités. C'est sans doute ce qui explique la libération de la parole que nous observons avec une croissance nette du nombre de signalements au cours de ces dernières années. Merci pour votre attention et votre écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des compléments ou on peut passer aux questions? Vous voulez, Monsieur Adjari, préciser un certain nombre de choses? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Alors, attendez, je vais appuyer sur le bouton et réappuyer. Voilà. Juste vous signaler que nous avons transmis quelques documents en amont de cette audition qui sont une illustration du type de démarche que nous avons pu engager, qui vont des accords collectifs au guide, charte, formation mise en place, également quelques données statistiques sur la place des femmes dans la programmation, particulièrement pour certains rôles emblématiques comme celui de metteur en scène ou metteuse en scène ou de chef d'orchestre, qui étaient historiquement ultra majoritairement attribués à des hommes et qui restent majoritairement, mais dans une moindre mesure depuis quelques années. Voilà, ça ne prétend pas à l'exhaustivité, mais c'est une illustration des démarches, des communications internes, des dispositifs qui ont été par les différentes parties de la maison, qui est assez diverse, comme vous avez pu l'entendre, étaient déployés depuis quelques années. Merci. Ça marche. Oui, ça marche. C'est pas pareil que d'habitude. Alors, excusez-moi. Bon, on a déjà vu en visitant l'école un certain nombre de travail que vous avez mis en place et qui nous semble être des bonnes mesures et aller dans le bon sens. Moi, je vais repartir juste des chiffres d'une étude, d'une enquête de 2018, qui est peut-être un point de départ pour vous du travail sur la question du harcèlement moral. Il y avait à l'époque 75% des danseurs de l'opéra qui disaient avoir été victimes ou avaient été témoins de pratiques de harcèlement moral. Bon, c'est des chiffres qui sont conséquents. Donc, qu'est-ce que vous avez pris comme mesure et quel travail vous avez mis sur ce sujet, sachant qu'évidemment, je pense que quand on commence à voir qu'il y a 75% sur le sujet du harcèlement moral, on peut imaginer que sur des violences autres, sexistes et sexuelles, on peut avoir des chiffres également importants. Et juste un élément de précision, on a vu et vous nous avez indiqué tout ce que vous faisiez comme formation et de sensibilisation auprès des salariés et des danseurs et des musiciens qui sont directement
employés par l'opéra, mais vous avez souvent aussi un certain nombre de personnes résidentes ou invitées. Et comment ça se passe avec ces invités? Parce que c'est toujours bizarre d'inviter quelqu'un et de lui dire comment il faut se comporter, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, sur ce sujet-là aussi, j'aimerais avoir des éléments de réponse. Mais peut-être commençons par le travail qui a été fait depuis 2018 et qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va dans le bon sens et où est-ce que vous pensez que vous avez encore des efforts à faire? Si je peux me permettre, puisque José nous a rejoint en début 2023, donc, il y a eu en 2018-2019 différents documents qui ont été échangés entre les représentants, certains représentants des danseurs et la direction de l'époque. Il y a eu un sondage qui a été réalisé par les danseurs eux-mêmes dans des conditions qui ont à l'époque été assez largement contestées d'un point de vue méthodologique par la direction. Il y a ensuite eu néanmoins une enquête confiée à un cabinet dénommé Social Conseil qui a fait une étude, qui a mis en évidence qui a fait différents constats attestant d'interrogations, de mal-être divers et variés, mais qui était un constat beaucoup moins, radical que celui que le sondage auto-administré par certains danseurs avait produit. Donc ça je voudrais le préciser en introduction avant de laisser la parole à José Martinez. Sur les artistes invités, je pense que c'est plutôt Alexander qui souhaitera répondre, mais sur les artistes invités, ils sont d'ailleurs des salariés, nous les embauchons dans le cadre de contrat, donc dans ce cadre-là, nous leur assignons nous leur rappelons leurs obligations en se référant au règlement intérieur, ce qui n'empêche pas qu'il y a dans la gestion de la relation avec eux, évidemment, une dimension différente de celle que nous avons dans les relations avec les salariés permanents. Bon, peut-être sur la danse, José ? Bonjour. Donc, moi, je suis arrivé en décembre 2022. C'est vrai que j'avais lu ce sondage, j'étais au courant de ce qui s'était passé avant. Et pour moi, ce qui reflétait surtout, c'était un manque de dialogue, en fait, entre la direction et les danseurs. Les danseurs avaient envie d'être accompagnés dans leur parcours artistique. Ils avaient envie de savoir quelle était leur place au sein de l'institution. Comme la façon dont le management se faisait, ils se sentaient exclus en fait. Et donc dès mon arrivée, c'était une de mes priorités de faire des entretiens individuels non seulement avec chaque danseur, mais aussi avec chacune des personnes qui travaillent au sein de la direction de la danse. Il y a 40 autres personnes qui ne sont pas danseurs. Donc il y avait une question de comment travailler en équipe aussi, et je pense que le mot harcèlement arrive peut-être par rapport à cela, le fait que il n'y avait pas de dialogue. Chaque maître de ballet, chaque personne qui était directement en contact avec les danseurs le faisait sans être coordonné avec la direction. Et je pense que la volonté des danseurs était de savoir comment on travaillait en équipe et où est-ce qu'on les amenait, en fait. Donc, j'ai fait donc les entretiens avec les 154 danseurs, plus le reste des personnes qui travaillent. Par la suite, donc comme cette relation de confiance, on peut dire qu'elle s'est peu à peu installée. Donc finalement maintenant c'est beaucoup plus facile. Quand quelqu'un a besoin de me parler, ma porte est ouverte. Et donc le fait qu'il y ait ce dialogue, on peut parler de plein de choses. C'est vrai qu'il y a eu c'est peut-être pas le propos, mais je peux peut-être avancer par rapport au comportement au studio, parce que finalement c'est dans le studio de danse que ça se passe. Le directeur de la danse n'est pas toujours là. Ce sont les maîtres de ballet qui sont là. On a des répétiteurs invités. À un moment donné, il y a eu un problème avec un répétiteur invité. Au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que il avait des propos racistes, que c'était dénigrant pour les danseurs. On a eu une première alerte, on a interrogé les danseurs, on a interrogé les maîtres de ballet qui étaient sur place, les représentants de proximité sont venus nous voir, j'ai tout de suite sollicité Alexander, et donc la personne en question, on l'a remerciée, le lendemain, elle ne faisait plus partie de l'équipe. Donc, ce qui a mis un peu en difficulté le spectacle, dans le sens où les autres maîtres de ballet ont dû prendre en charge le travail de cette personne qui était venue pour ça. Mais à la fois, je trouve que c'était très positif vis-à-vis des danseurs, puisqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient non seulement écoutés, mais qu'on avait réagi vite. Et donc, ça a fini de créer cette relation de confiance.
En fait, donc aujourd'hui, quand une nouvelle équipe arrive, on fait une réunion à la direction de la danse avec tous nos maîtres de ballet, non pas pour leur dire comment il faut travailler, mais donner dire que quand on veut toucher un danseur pour montrer un mouvement, il faut lui demander d'abord la permission, comment s'adresser aux danseurs, des choses qui sont un peu quelque part générationnelles. Quand on a des chorégraphes très jeunes ou des assistants très jeunes, la question ne se pose même pas. Quand c'est des personnes plus âgées qui sont habituées à travailler autrement, c'est plus complexe. Mais depuis qu'on fait ces réunions pour les informer, je pense que ça se passe beaucoup mieux. Il y a le monde de la danse et votre monde à l'opéra, quand on ne le connaît pas parfaitement, et nous ne le connaissons pas parfaitement, on essaye de se documenter un petit peu, puis d'avoir des éléments, mais on imagine aussi un monde de compétition, et des compétitions entre danseurs, c'est assez logique, des compétitions artistiques, des compétitions qui peuvent être parfois assez violentes, et elles sont d'autant plus violentes à mon sens que contrairement à des compétitions sportives où les gens ne s'entraînent pas au même endroit, là ils sont tous ensemble au même endroit. Et comment vous gérez ça? Et est-ce que par rapport à ça, et je pense que ça rebondira peut-être aussi pour Madame Platel sur des sujets qu'on a déjà abordés avec elle, dès la formation sur la question du vivre ensemble et du vivre ensemble dans une sorte d'opposition, mais qui n'est pas une opposition nécessairement frontale. Comment on apprend à des jeunes gens, parfois un peu moins jeunes, à travailler ensemble tout en en sachant qu'on va parfois choisir le meilleur d'entre eux ou d'entre elles. Comment vous gérez ça? Et est-ce que là-dessus, vous vous êtes fait accompagner aussi pour mettre en place des nouvelles pratiques pédagogiques et de formation avec ces sujets très particuliers que sont ce point que je redis, vous êtes dans un monde de compétition? C'est évident que c'est un monde de compétition. Chaque danseur, chaque chorégraphe qui vient, il fait une audition et parmi les 154 danseurs, va choisir quelques-uns pour sa pièce, pour son ballet. L'avantage que nous avons à l'opéra, c'est que nous avons 2 théâtres, 190 spectacles par an. Donc en fait, les danseurs, ils sont toujours dans un spectacle ou dans l'autre. Donc il y a aussi une question de profil de danseurs au sein du ballet. Il y a des danseurs qui ont un profil plus contemporain, d'autres qui ont un profil plus classique. Et donc chacun est dirigé vers ce qu'il fait de mieux. Donc évidemment, il y a cette compétition, il y a le concours de promotion interne chaque année. Il y a un moment difficile dans la vie du danseur et le moment où en fait il arrête d'avancer dans la hiérarchie. On rentre, ils sont tous corps de ballet, ils arrivent à monter coryphée, sujet, premier danseur. Il y a un moment où il faut qu'ils soient vraiment accompagnés, mais je me rends compte, l'expérience de ces 2 années, que quand on explique aux danseurs pourquoi il n'est pas choisi, c'est parce que le chorégraphe cherche telle qualité ou telle autre façon de danser ou une façon de transmettre l'émotion, que ce n'est pas une question d'être meilleur, parce qu'en fait, on n'est pas... il n'y a pas le meilleur danseur du monde et les autres, ça dépend de ce que cherche chaque chorégraphe. Donc en fait, ce qui est important, c'est de montrer à chaque danseur qu'ils sont leur place, une place particulière. Et en fait, c'était la demande de 2018, c'est de savoir quelle est la place que chacun avait au sein de la compagnie. Alors, comment vous gérez on sait, tout le monde ne finit pas danseur étoile. On a une parmi nous. Deux, exact, pardon. Une et donc un. Une étoile et une étoile. Comment on gère ça? Et vous l'avez émis déjà, il y a un moment donné, dans la carrière, au bout d'un moment, on sait que c'est peut-être des moments difficiles parce que je pense que tout danseur et danseuse qui commence et qui va à l'école à Nanterre imagine un jour être danseur étoile. Comment vous gérez ça? Et est-ce que, je le redis, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a un accompagnement? Est-ce que quelque part vous êtes fait aider par des psychologues ou des spécialistes sur cette question de la gestion de cette carrière qui avance et qui n'est pas toujours si... Est-ce que c'est vraiment transparent le choix vous voyez la question de qui devient danseur étoile ou pas, si vous pouviez aussi nous décrire de comment on devient danseur étoile ou pas, ça pourrait être intéressant. Pas comment on le devient, ça c'est beaucoup de travail, je le sais, mais qui prend la décision à un moment donné? Beaucoup de questions en même temps.
Donc, avant d'être à l'opéra, j'ai dirigé la Compañía Nacional de Danza à Madrid pendant 8 ans. Là, j'étais un peu accompagné par rapport au management parce que j'ai arrêté de danser en 2011 et j'ai tout de suite intégré la compagnie. C'était une compagnie qui avait un profil complètement contemporain et l'idée du ministère de la Culture était que ça devienne une compagnie disons nationale, où on dansait de la danse classique, du contemporain. Je me suis trouvé face à des danseurs qui ne voulaient pas travailler avec moi, qui voulaient seulement travailler en danse contemporaine et pas faire de ballet classique. C'est très difficile de faire ce retour. Donc il a fallu leur faire comprendre qu'il fallait qu'ils fassent un pas vers la nouvelle identité de la compagnie, mais que j'allais travailler pour eux et que donc les ballets que j'allais programmer, c'était en tenant compte de leur qualité. Donc là, j'ai été accompagné à ce moment-là parce que c'était vraiment quelque chose de difficile. En arrivant à l'opéra, c'est vrai que j'ai 24 ans de maison en tant que danseur. J'ai suivi toutes ces étapes. J'ai vu beaucoup d'autres danseurs, de danseuses autour de moi. Où en fait, c'est vrai, quand on rentre à l'école de danse, il y a un premier but, c'est rentrer dans le ballet. Donc déjà, quand on rentre dans le ballet, c'est quelque chose de très important. Et puis après, tant que ça continue à avancer, tout se passe bien. Après, quand ça s'arrête, c'est-à-dire la progression s'arrête, il faut se rendre compte que, être danseur étoile, c'est pas pour avoir son diadème, c'est par rapport au rôle, l'accès qu'on a au rôle. Donc très souvent, et c'est les cas les plus complexes, c'est quand on arrive jusqu'au fait d'être premier danseur et que ça s'arrête là, qu'on n'est pas nommé étoile. Et souvent, en parlant avec eux, je leur parle des avantages qu'ils ont par rapport à leur carrière. Parce qu'en finalement, le titre d'étoile sert à être distribué, à avoir des rôles. Mais si les chorégraphes choisissent les danseurs qui ne sont pas étoiles, l'épanouissement artistique se fait quand même. On a des danseurs qui sont devenus vraiment excellents en danse contemporaine. Des chorégraphes viennent, ils ne choisissent pas les étoiles. Ils peuvent choisir des quadrilles ou des coryphées qui sont distribués. Donc, on n'a pas éliminé la hiérarchie, mais en fait, pour certains types de ballet et de chorégraphie, cette hiérarchie, elle est mobile, quelque part. Donc, ça assouplit, quelque part, ça donne des possibilités à d'autres danseurs d'évoluer artistiquement. On a vu en visitant l'école le début de la carrière, avec une carrière très spécifique, parce que ça commence très jeune. Et alors on peut dire aussi que ça finit très jeune. 42 ans et demi, c'est ça, hein, c'est l'âge, hein, c'est 42 ans et demi, quand vous êtes étoile, vous faites vos adieux. Et dans tous les danseurs, c'est quelque chose qui est aussi une certaine violence, c'est-à-dire à 42 ans et demi, on ne se sent pas tout à fait complètement fini, enfin entre guillemets, je dis fini, sachant que c'est quelque chose qui doit être, à mon sens, accompagné. Dans certains milieux, il y a, par exemple, le milieu des sportifs, je sais que c'est très difficile, la fin de la carrière. Comment vous l'accompagnez, hors les aspects financiers qu'on connaît, qui sont pour le coup, qui ont leur un peu, qui sont assez avantageux, mais qui sont compréhensibles. Mais comment vous accompagnez la fin de carrière, qui est aussi une certaine violence et qui peut amener un certain nombre de conflits d'ailleurs. Alors là non, puisque c'est décidé. C'est vrai que ça simplifie les choses. Mais comment vous gérez cette fin de carrière? Déjà, le fait que ça soit décidé, quand on est danseur, on est programmé pour. Donc il s'organise et à partir de 35 ans, un danseur commence à penser à l'après-Opéra de Paris. Et donc il y a énormément de formations qui sont mises en place. Il y a un accompagnement qui se fait pour les danseurs qui veulent rester dans la compagnie. En tant que maître de ballet, il y a beaucoup de professeurs de danse, mais il y a des gens qui partent sur d'autres, sur d'autres reconversions complètement différentes. Je ne sais pas, peut-être Ariane, elle peut vous... Bonjour. Oui, on accompagne les danseurs, on accompagne leur reconversion, donc ça peut être vraiment des reconversions totalement différentes, soit liées à la danse, soit liées à totalement autre chose. On est en partenariat avec des écoles également, donc on les accompagne sur quasiment une année, voire plus, selon les profils et les demandes. Voilà. Un danseur qui a été reconverti à l'académie en tant que metteur en scène, qui a fait son année de reconversion à l'académie en tant que metteur en scène en résidence. Il a trouvé le moyen de ne pas quitter l'opéra, quoi.
Non, mais je dis ça parce que je pense à ça parce que je pense que ça doit être, quand vous y avez passé toute une vie, jusqu'à 42 ans, le moment où vous dites, eh ben, ce n'est plus ma maison, ça la reste, j'imagine, à vie, mais c'est pas rien. Et comme on est chargé de tout le type de violence, je posais la question. Je vais revenir un peu sur les violences sexistes et sexuelles et sur les violences harcèlement moral, pour que vous nous décriviez un petit peu comment vous traitez, déjà comment vous les plaignants ou les victimes peuvent signaler les faits, comment ces faits sont remontés, comment ils sont traités, quelles sont les mesures que vous pouvez prendre et les suites que vous pouvez donner à ces signalements. Donc c'est Madame Muraour. Oui, donc je vais prendre la parole, en effet. Donc on a plusieurs... pardon. Quoi ? Ah, Olivier. C'est bon. Donc on a plusieurs procédures. On a des procédures qui existent externes et on a une procédure aussi interne. Donc procédure externe, on a la procédure de signalement du ministère de la Culture. On a également la procédure d'audience et on a notre procédure interne de traitement de tout type de violence. On a sorti un petit guide à destination de l'ensemble de nos salariés permanents et non permanents qui est très clair. Alors, à qui peuvent-ils s'adresser ? C'est assez large puisqu'on a des référents en matière de violence au travail, des référents côté direction, on a 3 référents et 2 référents côté représentant du personnel. Mais on a également tous les représentants de proximité, les managers, ça peut être aussi moi, la DRH, voilà. Donc vous avez en priorité les référents, mais si les personnes ne veulent pas aller par le référent, c'est totalement possible aussi. Donc à partir du moment où nous recevons un signalement, une enquête interne est diligentée. Elle est effectuée par les référents violence, en toute confidentialité, avec des enquêtes, donc on reçoit les témoignages et après on a, on va dire, une enquête contradictoire, c'est-à-dire qu'on reçoit également la personne qui fait l'objet de ces signalements pour entendre sa version des faits. À partir de ce moment-là, on fait une conclusion et puis on traite le signalement. Donc ça peut aller bien sûr par des mesures, des sanctions diverses, c'est-à-dire que ça va du rappel à l'ordre jusqu'au licenciement. On est d'accord là que ce document, vous parlez de l'ensemble des salariés, ça veut dire qu'il fonctionne pour les salariés, un cadre administratif de l'opéra, comme pour les danseurs. Okay. Tout à fait. C'est artistes danseurs ou et musiciens, non-artistes. C'est l'ensemble de nos salariés. D'accord. Quel nombre de signalements avez-vous et traitez-vous par an ? Alors, en 2024, on a eu 8 signalements, dont 2 sont encore en cours. Oui. Et les précédentes années, on en a eu 5 par an. D'accord, ok. Et alors, quand vous menez les enquêtes internes, vous êtes amené parfois, pendant la durée des enquêtes, à isoler des personnes ou séparer des personnes. À les protéger, oui. Protéger dans le cadre du droit du travail, tout à fait. Et est-ce qu'il vous est arrivé de transmettre à la justice ou d'avoir un dialogue avec la victime pour savoir si elle souhaitait qu'il y ait une transmission à la justice, si les faits, évidemment, sont pénalement répréhensibles? Oui, alors je n'ai pas l'ensemble des faits en tête parce que je suis là depuis moins de 2 ans, mais je sais qu'il y a eu déjà des signalements faits en effet à la justice. D'accord. Parce que comme vous êtes une institution publique... Oui, ça nous est arrivé, bien sûr, que Alexandre j'avais une question. Vous voulez d'autres personnes veulent compléter sur Donc ça, c'était sur les signalements. Sur la prévention, on a vu dans vos documents que vous aviez un certain nombre de dispositifs de prévention avec des rendez-vous aussi, qui sont parfois les rendez-vous, j'ai vu, à la machine à café. Je trouve ça assez malin comme dispositif. Vous en faites fréquemment. Est-ce qu'en complément de celle-là, où il y a des formations dédiées
pour chacun des salariés et pour des salariés qui seraient des salariés peut-être plus soumis au risque? Est-ce que c'est renforcé quand ces salariés sont soumis au risque? Oui. Oui, le but étant que l'ensemble de nos salariés soient formés, donc vraiment 100%. On a adapté les formations, que ce soit pour la partie manager, référent, où ils ont des formations un peu plus poussées, et puis l'ensemble des salariés ont bénéficié d'une formation. On est à 84%, ça se poursuit sur les prochaines semaines. Après, ceux qui sont un peu plus soumis au risque, on a en effet des formations qui sont adaptées ou en tout cas plus récurrentes. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en place de manière automatique. Ces formations, donc, elles sont dispensées par... alors, pour l'école, on avait vu ces colosses au pied d'argile, ouais. Et Gaë pour... pour l'ensemble des autres salariés. Okay. Et ça, vous avez donc contractualisé avec ces organismes dans le cadre d'un marché public? Oui, EGAE en plus, ils sont agréés par le ministère de la Culture, donc oui. Ok. Peut-être est-ce qu'il y a une question d'un collègue, Monsieur Salmon? Oui, bon, mesdames, messieurs, bonjour, merci de votre... Non, pardon. Moi, j'avais une question, déjà pour éclairer ma connaissance de votre milieu. J'ai plusieurs petites questions, notamment sur l'âge d'entrée. On a parlé de la sortie à 42 ans et demi. À quel âge on entre à l'Opéra de Paris? J'imagine qu'il y a beaucoup de formations pour les jeunes, justement. Vous allez me dire si on rentre mineur, majeur à l'Opéra de Paris. Et s'il y a des très jeunes, pendant leur phase de formation, quel est leur statut? Est-ce qu'ils ont déjà un contrat de travail? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Parce qu'on a vu dans beaucoup d'auditions sur d'autres thématiques, mais que le statut des personnes pouvant potentiellement être victimes est souvent important dans l'arrivée d'événements de violences sexistes et sexuelles. Donc c'est pour les jeunes, à quel âge on entre, quels sont leurs statuts et quelles sont éventuellement les mesures spécifiques mises en place. C'est sur moi. Donc on peut se présenter à l'école de danse à partir de 8 ans, ce qui fait que les plus jeunes rentrent aux plus jeunes à 8 ans et demi. Là, actuellement, nous avons 153 élèves et il y a que 5 majeurs. Donc, ils ont un parcours de 6 ans à peu près. Enfin, il y a 6 niveaux et ils peuvent sortir à 16 ans, 17 ans, 18 ans. Lorsqu'ils sont, quand ils dansent, ils ont un contrat de travail qui est un contrat de l'opéra et on fait toutes les déclarations de travail à la Drietz et le travail de nuit pour les enfants qui ont moins de 16 ans. Pour l'académie. Pour l'académie, les jeunes artistes de l'académie, donc ils sont 30 en formation, ils sont en contrat de travail et ils sont très 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 majoritairement majeurs, mais ils peuvent avoir juste 18-19 ans et ils viennent du monde entier, donc on a aussi un accompagnement spécifique pour tous ces jeunes gens. Et peut-être il faut dire un accompagnement pas seulement en français, de plus en plus en anglais aussi, parce qu'avec des artistes du monde entier qui se forment à l'académie, ils apprennent le français quand ils sont ici. Ok, merci. Moi, j'avais une question sur un sujet qui est le rapport au corps. Je vais céder ma place, je vais continuer. Je vais prendre ici, je vais faire... hop. Donc, je continue la question. Donc, c'est sur la question du rapport au corps, qui est évidemment particulier dans la danse. Et on voit dans le document que vous nous avez transmis que vous avez une réflexion sur la coordination d'intimité. Donc, j'aimerais bien que vous nous en disiez un peu plus, sachant que c'est, comme vous le savez, un métier... En plein développement. Est-ce que vous avez des réflexions et est-ce qu'il y a une spécificité à la coordination d'intimité par rapport à la danse et par rapport à la
qu'elle soit classique ou contemporaine, parce que est-ce qu'on est dans des schémas un peu différents de la coordination d'intimité sur le cinéma? Et pourquoi je vous pose la question, c'est parce que sur le besoin de formation qu'il va y avoir sur ces métiers-là, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à réfléchir de manière globale, ou alors la danse réfléchit de son côté, le théâtre et le cinéma de l'autre? Qui veut répondre? C'est Madame... Monsieur Adjari, allez-y. Alors je peux plus contrôler les micros, moi. Pardon, excusez-moi. Non, c'est juste en introduction de la réponse. Effectivement, quand on parle de coordination d'intimité, pour la partie lyrique, on est plus proche du monde du théâtre, peut-être, ou du cinéma, puisqu'il y a une forme de mise en scène explicite de l'articulation des interprètes, de leur corps, alors que sur la danse, c'est beaucoup plus symbolique. Donc on a un peu de registres qui sont différents. On a, depuis 2 ans, commencé à travailler avec des coordinatrices d'intimité sur certaines productions lyriques dont le thème semblait s'y prêter plus particulièrement. En l'occurrence, on a commencé avec Salomé, je pense, avec une mise en scène qui était assez affirmée. Je te laisserai éventuellement compléter, ce qui a été, je pense, un chemin de découverte aussi pour l'ensemble des équipes artistiques, de savoir comment travailler, comment ce qui était relégué dans le domaine du non-dit pendant très longtemps, éventuellement de la gêne, mais non dite, comment on arrivait à la faire s'exprimer, ce qui n'est pas du tout évident pour, je crois que selon les artistes permanents, non permanents, interprètes qui sont habitués à voyager sur différentes scènes mondiales, ou permanents qui sont plutôt habitués à l'Opéra de Paris, on a eu des réactions un peu diverses, certains n'en voyant pas l'intérêt, d'autres au contraire ont pu y trouver un confort, et je crois que c'est un mécanisme au-delà de la formation à la coordination d'intimité sur laquelle nous voulons proposer à nos salariés qui accompagnent les mises en scène, qui sont les assistants à la mise en scène, ou tous les personnels de la direction de la scène qui accompagnent ces activités-là. C'est aussi... donc il y a cette formation-là, mais il faut aussi qu'on s'habitue à intégrer ce travail de coordination d'intimité dans le processus de production, que nos artistes s'habituent à ce que quelqu'un prenne contact avec eux, leur dise est-ce que la mise en scène telle que vous la comprenez vous pose des problèmes, qu'il puisse être une sorte de médiateur entre un interprète, un metteur en scène, des choses qui historiquement n'étaient pas dites parce qu'on n'osait pas les dire, parce que l'artistique s'imposait à tous. Donc c'est un peu cette appropriation progressive qu'on essaie de favoriser. Et ça, c'est plus sur la partie, je dirais, lyrique, où on a des mises en scène, où on a une organisation artistique plus explicite. Enfin, Pardon, je vais peut-être enchaîner là, parce qu'effectivement, dans mon poste précédent au Canada, le poste de coordinateur, coordinatrice d'intimité était beaucoup plus courant, disons, bien avant 2020. Nous, à l'Opéra, on a effectivement commencé sur cette production de Salomé dans la saison 22-23. C'est la première fois que nous avions engagé une coordinatrice d'intimité. Il faut comprendre peut-être le milieu lyrique par rapport au ballet. Au lyrique, pour la plupart des artistes, ce sont des artistes invités qui ont un contrat pour cette production spécifique, qui sont donc avec nous pour une durée de, je dirais, 6 à 10 semaines. Ça dépend de la durée des répétitions et la durée de la série des représentations. Du coup, on compose une équipe un peu ad hoc, si vous voulez. Et souvent, ce sont des artistes qui se connaissent parce qu'ils ont chanté ensemble ailleurs, mais ils composent une nouvelle équipe avec un metteur en scène, une metteuse en scène, chef d'orchestre, etc. Après, il faut dire aussi que les répétitions, même scéniques, pour le lyrique, c'est une affaire où il y a toujours beaucoup de personnes. C'est-à-dire, il y a la distribution qui répète, il y a un chef de chant qui joue le piano, il y a le chef d'orchestre ou son assistant, il y a le metteur en scène et son équipe, il y a des accessoiristes, techniciens, régisseurs, etc. Du coup, ce n'est pas toujours une situation d'intimité pour travailler une scène intime. Du coup, ce qu'on avait fait pour cette production de Salomé, où la metteuse en scène avait des idées très spécifiques, qu'elle voulait travailler avec la chanteuse. Ils ont travaillé ensemble qu'avec la coordinatrice. Et du coup, seulement quand il y avait un résultat avec laquelle la chanteuse était confortable pour se montrer devant les collègues et l'équipe, on est sorti de ce huis clos. C'était la première fois qu'on a travaillé comme ça, mais c'était un processus assez fructueux, justement pour s'adresser à cette histoire de consentement. Je pense que c'est des rapports de pouvoir, évidemment, au sein d'une mise en scène qui sont très importants.
et l'histoire aujourd'hui de ne pas seulement exécuter les demandes d'un metteur en scène ou d'un chef d'orchestre, mais de beaucoup plus aller vers quelque chose qui rassemble un dialogue. Et la coordinatrice d'intimité a certainement facilité ce processus. Merci, j'en profite pour vous présenter mes excuses de l'absence à ce début de commission. Qui souhaite compléter? Monsieur Martinez? Oui, donc par rapport à la danse, nous avons fait appel à un coach d'intimité pour le ballet Mayerling, quand ça a été repris la première fois. En fait, le fait que ce soit des danseurs expérimentés qui ont l'habitude de danser ensemble, qui travaillent ensemble depuis des années, disons que les échos, les retours qu'on a eus, c'est qu'ils n'en avaient pas le besoin, mais ils étaient à l'aise du fait d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Pour des plus jeunes danseurs, je pense que c'est bien plus positif. Quand on fait des ballets, des pièces comme Barbe Bleue de Pina Bausch, où il y a une certaine violence, sinon ils voient le mouvement tout de suite au lieu de l'analyser. Alors c'est vrai que s'il y a une équipe là, dans le cas précis de Barbe Bleue, l'équipe était très, je veux dire, pédagogique, très pédagogue, très à l'écoute des danseurs, donc il n'y a pas vraiment eu de problème, mais j'ai eu des échos lors de mes échanges avec des jeunes danseurs qui, dans une audition pour le ballet Contact Off, s'étaient sentis très gênés parce qu'on leur demandait, il y a une partie de nudité, et donc en fait il n'y avait pas eu un préambule, un échange, en fait, donc ils se sont sentis forcés à le faire pour être choisis. Donc là, du coup, d'avoir eu un coach d'intimité, cette fois-ci, c'est vrai que c'était une audition, donc ça n'avait pas pu se prévoir, mais ça serait très utile, même pour la danse. Pardon, juste à titre de précision, donc vous souhaiteriez qu'il y ait un coach d'intimité dès les auditions, en fait, dès les sélections, c'est ça que vous dites? En fait, je pense qu'il faudrait faire venir le coach d'intimité quand on va aborder une pièce dont la thématique ou des choses à faire le nécessite, en fait. Pas à chaque audition, c'est vraiment pas nécessaire pour d'autres ballets. Mais c'est vrai que c'est le moment, en fait, où finalement il y a le rapport direct. Là, c'est pas une création, c'est une reprise, donc on sait de quoi il s'agit. Quand c'est une création, c'est différent, le travail se fait à faire à mesure. Juste sur l'aspect surtout dans le lyrique, des invités. Des invités qui peuvent être assez nombreux sur un certain nombre de spectacles. Là, j'ai envie de dire que tout le travail que vous faites depuis quelques années, que vous faites avec vos salariés de prévention, de formation, il peut être mis à mal si vous avez des invités qui n'auraient pas les mêmes pratiques et le même niveau d'exigence que nous essayons d'avoir chez nous. Alors comment vous gérez ça? Est-ce que vous imaginez parfois avoir, entre guillemets, des mises au point avec, par exemple, un chorégraphe invité ou un chanteur lyrique invité ou une chanteuse lyrique ou une équipe invitée? Est-ce que vous avez donc ces réflexions-là? Et est-ce que aussi vous avez, de façon plus, j'ai envie de dire, plus entre guillemets autoritaire, la capacité de couper des collaborations si vous estimez que ça ne se passe pas comme vous aimeriez que ça se passe? Oui, tout à fait. En fait, je pense que ce qui est vraiment primordial dans tout ça, c'est l'écoute des équipes maison. Ça veut dire une relation de confiance, dans le cas du lyrique, plutôt entre moi et les différents directeurs qui représentent les directions artistiques et leurs équipes, pour que ça remonte et pour qu'on puisse agir. Et nous avons beaucoup travaillé ça depuis mon arrivée, justement pour que le régisseur d'une production m'alerte par mail, par appel, par texto, quand il y a des comportements qui posent problème. Et j'ai reçu dans mon bureau des chanteurs lyriques qui ne se sont pas comportés comme il fallait, et je leur ai expliqué qu'il fallait changer le comportement, sinon soit on se sépare tout de suite, ou simplement on les réinvite plus. Il y a un cas qui n'a plus été réinvité, parce que justement il y a des comportements dans le secteur du lyrique, des chefs d'orchestre, metteurs en scène, leurs équipes, même des chanteurs stars,
qu'on a accepté pendant très longtemps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les équipes de moins en moins sont prêtes à accepter ce genre de comportement parce qu'ils n'ont juste pas envie de travailler comme ça. Et il faut les soutenir vraiment au niveau de la direction pour dire s'il y a un mauvais comportement, si c'est quelqu'un de connu en situation de pouvoir ou quelqu'un pas connu, le comportement reste le même et il faut s'adresser à ce comportement, il faut le sanctionner quand il le faut. Nous avons eu un cas récemment, juste à la fin de l'année, où il y a un costumier, lors d'un essayage costume, a eu des comportements très très inappropriés envers une chanteuse. Il a été interdit du théâtre le même jour. Du coup, c'est un travail qui m'incombe souvent au point de dernier recours, mais je l'assume. Et ce niveau d'exigence qu'on sent dans tout ce que vous mettez en place, est-ce que c'est un phénomène qui se développe aussi dans les autres scènes internationales et où on est précurseur, où on est juste comme les autres, pas meilleur, pas moins bon? Si vous pouviez nous en dire un ou deux mots, et votre expérience à Alexandre Neff et aussi à José Martinez peut-être sont intéressantes à ce sujet. Puis après, moi j'aurais d'autres questions encore importantes à vous poser. C'est parce que je vois l'heure qui... Ah bah non, ça va, c'est 17h15. Je croyais. Bon, alors pour répondre à la question juste brièvement, je pense que le monde anglophone de manière générale avait un tout petit peu d'avance, quelques années d'avance, mais qu'aujourd'hui, quasiment partout en Europe, on est un peu au même niveau par rapport à ces exigences-là. Et c'est vraiment, je pense que c'est générationnel, c'est un changement générationnel, parce qu'à la fin, ce que nous faisons dans le domaine du spectacle vivant, on crée des œuvres avec des artistes d'aujourd'hui, et par défaut, ces artistes deviennent plus jeunes. Ça fait voilà, il y a toujours les nouvelles générations d'artistes qui arrivent pour traiter des répertoires qui sont de plus en plus anciens. Et du coup, il y a une tension, aussi des attentes quand on travaille avec des metteurs en scène, des chefs d'orchestre qui sont un peu plus âgés, qui ont des comportements qui peuvent être juste générationnels, ou des fois il faut être pédagogique pour expliquer qu'aujourd'hui, il faut traiter de vos troupes de manière un peu différente. Il y a eu des cas à l'opéra comme au ballet. En fait, il faut que nous, on s'en occupe, parce que sinon, très souvent, les salariés vont s'en occuper eux-mêmes. Et ça peut être un peu conflictuel dans la salle de répétition. Du coup, il faut être là aussi pour accompagner les deux côtés. Mais pour revenir au sens de la question, je pense aujourd'hui, on n'accepte plus, ni nous, côté direction, ni nos salariés, cette idée que pour qu'un créateur ait la liberté de créer, il faut un peu tout permettre. Je pense qu'on peut créer avec beaucoup de succès, dans le respect, dans un cadre qui est déjà prédéfini par un règlement intérieur, mais juste aussi par un comportement qui est aussi digne des œuvres. Il s'agit de ça aussi pour moi. J'avais une question. Vous aviez, avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, un partenariat depuis de nombreuses années. Et depuis la rentrée 2024, vous avez suspendu cette collaboration. On les a auditionnés, ils ont mis en place une enquête. L'audition, je ne suis pas sûr qu'au vu de l'audition que l'enquête est vraiment suffisante. Est-ce que vous avez des éléments supplémentaires sur les conclusions de cette enquête qui pour l'instant ne nous a pas été transmise, et comment envisagez-vous la suite avec cette institution ? Alors, merci pour cette question. Nous avons effectivement un partenariat avec la maîtrise des Hauts-de-Seine qui date d'il y a 30 ans. Du coup, la maîtrise nous a fourni nos besoins en chœur d'enfants, ou même solistes enfants depuis de nombreuses années. Quand l'affaire a été portée à notre connaissance par voie de presse, comme pour tout le monde, au mois de juillet,
nous nous sommes interrogés sur la nature de cette relation et nous avons préféré de suspendre la relation, justement en attente de précision de la maîtrise. Par prudence, mais aussi parce que je trouvais, moi je le porte personnellement aussi, que la gravité des faits qui est sortie dans la presse méritait qu'on les considère sérieusement. Et du coup, nous avons suspendu ce partenariat, nous avons remplacé la maîtrise sur des productions de la rentrée avec des solistes d'un chœur d'enfants allemand, puisqu'il s'agissait de la flûte enchantée en allemand. Et la maîtrise a lancé un audit interne dont ils nous ont présenté les résultats au mois de novembre. Ne jugeant pas suffisant le périmètre de cet audit, nous avons maintenu la suspension. Donc la maîtrise a été remplacée sur une deuxième production qui est La Petite Renarde Rusée de Janacek. Là c'était un peu plus compliqué parce qu'on a dû falloir venir une maîtrise tchèque pour un répertoire qui est un répertoire plutôt rare en France, mais on a assumé cette décision justement parce que les conclusions qui nous ont été rendues, on ne les juge pas satisfaisants. Du coup, on est toujours en attente des nouvelles de la maîtrise par rapport au sujet qui nous intéresse principalement, ça veut dire c'est reprocher au directeur de la maîtrise et est-ce que la maîtrise eux-mêmes, ils vont engager un processus d'enquête. En fait, c'est ça que nous avions exigé du président du conseil d'administration de la maîtrise de se saisir de cette question. Je me mets juste dans la position, si nous arrive quelque chose de pareil, évidemment, on enquête en interne. Ça nous semble assez normal de le faire. Et cette absence de volonté, justement, d'y aller, nous interroge. Oui, sachant que là, vous nous dites que vous avez reçu les résultats d'un audit de novembre, sauf erreur de ma part, alors peut-être que je me trompe, mais que nous leur avons demandé s'ils avaient fini les conclusions de leur audit, ils nous ont dit que non. Alors ça pose un petit problème, parce qu'ils étaient devant une commission d'enquête parlementaire. Donc si nous, on veut bien que vous nous transmettiez ces éléments que vous avez visiblement eus et qu'ils n'ont pas souhaité nous transmettre. Si je ne me trompe pas et si mes souvenirs d'avant les fêtes sont les bons, et je crois qu'ils sont les bons. Pardon, si je peux me permettre, sur ce point, ils nous ont présenté les résultats de leur audit. Je ne serais pas aussi définitif sur le fait que cet audit était définitif et qu'il n'y avait pas d'autres éléments à recueillir. Ça, c'est possible. Ils nous les ont présentés oralement dans le bureau d'Alexandre Neff, donc peut-être que cette précision est utile. Merci. Est-ce que vous avez des coachs d'enfants présents dans votre personnel ou est-ce que vous y recourez? Est-ce que régulièrement? Est-ce que vous n'y recourez pas? Enfin, comment faites-vous quand il faut travailler avec des enfants? Avez-vous ce type de compétences en interne? Je vais peut-être répondre de manière générale et après laisser mes collègues préciser. De manière générale, il y a deux catégories d'enfants qui travaillent à l'Opéra de Paris. C'est les enfants de l'école de danse et d'autres enfants, mais c'est plutôt des enfants qui font partie d'une maîtrise. Donc pour les maîtrises, ils viennent avec leur propre encadrement selon non. Mais qui sont accompagnés par des équipes maison, les régisseurs de scène, etc. D'accord, mais vous n'en avez pas de spécifique à l'Opéra de Paris qui, par exemple, si une maîtrise arrive sans coach d'enfant, vous n'avez pas de possibilité. C'est une vraie question, puisqu'on explore tous les champs possibles pour le transcrire sur le plan législatif et faire en sorte de protéger au mieux les personnes. Donc la question, c'est si une maîtrise n'a pas de coach d'enfant, bon, j'imagine qu'il en existe, ou d'accompagnement spécifique. Est-ce que vous en avez un supplétif? Alors les maîtrises qui, tout d'abord la maîtrise de haute scène, mais aussi des maîtrises qu'on utilise actuellement, ils viennent toujours avec un encadrement qui est normalement leur chef de chœur, ça veut dire pour l'encadrement musical, mais aussi des encadrants
plus administratif. Oui, pardon. Et pour l'académie, par exemple, pour le programme ADO, l'orchestre lyrique de jeunes, on a recruté une dizaine d'animateurs pour accompagner les 80 enfants et on a fait une formation aux animateurs avec le colosse au pied d'argile sur la question des violences, sur la question aussi du harcèlement entre enfants, etc. Donc on est attentif aussi à former, y compris le personnel en CDD qu'on engage pour l'encadrement des enfants. On a une spécificité où il y a deux choses un peu différentes. La danse, il y a une école depuis très longtemps qui a évolué. Et sur le chant lyrique, il n'y a pas d'école opéra. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il pourrait y avoir ça serait possible? Est-ce qu'on pourrait l'imaginer? Est-ce que c'est peut-être pas en commençant si jeune, mais c'est un peu déjà ce que vous faites un peu avec l'académie, j'ai l'impression. Mais parce que c'est surtout sur les très jeunes et la question de l'encadrement des très jeunes et la façon dont on leur transmet la culture musicale, le comportement c'est assez intéressant. Et on voit bien qu'avec les maîtrises, il peut y avoir des interrogations. Donc est-ce que c'est une question suite à juillet, depuis juillet, sur lequel vous êtes en réflexion, sachant que j'imagine que créer une école ou mettre en école ou faire une maîtrise, ça serait très compliqué et ça serait sans doute très dispendieux. Alors comme vous nous avez dit que vous étiez en train de répondre à vos objectifs financiers, on ne va pas creuser le déficit par une décision. Bon, il faut peut-être reprendre d'abord le parcours de formation de chanteur lyrique soliste, parce qu'évidemment, il y a les maîtrises chœur d'enfants qui... Vraiment, c'est une utilisation très spécifique dans les opéras où sont prévus des chœurs d'enfants ou des solistes d'enfants. Après, il n'y a pas de chemin automatique ou direct d'un enfant qui chante à un adulte qui chante. Parce que la formation des enfants qui chantent, ça peut préparer une formation d'adulte, mais une voix lyrique, on ne peut pas la former avant que la jeune personne ait l'âge adulte. Et pour les garçons, c'est évident, mais c'est un peu la même chose aussi pour les femmes. Du coup, il faut attendre l'âge de 17-18 ans pour que cette voix adulte soit véritablement formée, pour qu'on puisse la former de manière pré-professionnelle et ensuite professionnelle. Du coup, il y a des conservatoires un peu partout au monde qui s'en chargent. C'est un chemin qui est un peu plus tordu que le chemin assez direct de la danse qui commence à l'âge de 8-9 ans, même avant. Et pour les instruments, c'est un peu pareil. Si vous voulez être instrumentiste aujourd'hui, vous ne commencez pas votre instrument à 5-6 ans. Vous avez déjà un peu de retard. Pour le lyrique, ça commence vraiment beaucoup plus tard par rapport à une formation de chanteur professionnel. Oui, donc une fois qu'on a fait tout le parcours en conservatoire, il y a les auditions à l'académie et on peut rentrer en tant que musicien, en tant que chanteur pour se former. Ça, c'est le volet formation professionnelle de l'académie. Et ensuite, il y a tout le volet éducation artistique et culturelle de l'académie où là, on a beaucoup d'enfants qui viennent, mais qui viennent avec leurs encadrants, dans un cadre d'un parcours scolaire très souvent, ou dans le cadre d'ADO, apprentissage de l'orchestre. Ça, c'est un programme qu'on a lancé il y a 1 an. Et c'est vraiment une réflexion sur l'orchestre de demain, sur les musiciens de demain, et donc en partenariat avec une douzaine de conservatoires où on met en place de la pratique collective musicale. Et on espère bien que dans 10 ans, nous aurons des musiciens d'ADO qui auront fait un parcours dans un conservatoire et qui seront dans l'orchestre de l'opéra. Et donc c'est à ce titre qu'on a cette attention aussi pour la formation sur ces sujets. Et sur ces sujets, est-ce que vous estimez que ce qui est dispensé aujourd'hui dans les conservatoires, donc sur la question du corps, la question des violences sexistes et sexuelles, la question des droits des artistes, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui les conservatoires et les centres de formation qui
peuvent le faire vont suffisamment loin sur ces questions. On les a auditionnés et on a vu qu'il y avait différentes échelles d'exigence suivant le type de formation. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, je ne peux pas me prononcer sur cette question-là. Je n'ai vraiment pas de vision claire sur ce sujet, sur ce qui est fait dans les conservatoires. Je sais ce qu'on fait nous. Après, ce qui est fait dans les conservatoires, je ne sais pas. Merci pour toutes ces réponses. Il me semble que il y a un aspect dont peut-être vous n'avez pas parlé ou vous en avez échangé avant que je n'arrive. C'est la question des conditions morales, mentales, de la santé mentale en fait des personnes dans un milieu qui est à la fois très compétitif et extrêmement ardu sur le plan de la technique et de l'exigence artistique. Et on a vu dans bien des endroits au cours de cette audition, lors de différentes auditions, que en fait il y avait un sujet de santé mentale, c'est-à-dire qu'il y avait des personnes qui étaient sous pression, il y a des personnes qui exerçaient de manière exagérée la pression, de manière toxique la pression, ça c'est un premier aspect, mais le second aspect c'est aussi qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à la pression et qui y arrivent plus ou moins, et de manière finalement assez indépendante de leur talent. Donc est-ce que vous avez des dispositifs d'accompagnement au-delà des violences, au-delà vraiment d'actes délictuels? Est-ce que vous avez des dispositifs d'accompagnement de la santé mentale des personnes? Par rapport à la danse, pardon, je t'ai coupé la parole. Pardon, vous m'entendez? Parfait. Moi, je parlerai plutôt même des RPS, puisque ça fait partie des RPS. On a créé une sous-commission de notre commission santé, sécurité et conditions de travail, qui est une commission du CSE. Donc cette commission a une sous-commission qui est la commission de prévention des risques psychosociaux. Et donc, quand on parle de risques psychosociaux, on parle de violence, mais on parle aussi de santé mentale, puisque c'est très très large. Et on inclut ces problèmes de santé mentale. Donc on a cette commission de prévention qui sert de manière paritaire, c'est-à-dire qu'il y a des représentants élus, des représentants du personnel et des représentants de la direction, ainsi que la médecine du travail et l'assistante sociale. Donc on est là pour en effet traiter de manière paritaire les sujets de RPS, et donc ça va de problématiques de santé mentale jusqu'aux violences, tout type de violence et traitement de violence au travail. Voilà, pour la part... Mais d'accord, c'est dans vos missions, j'entends. Est-ce que vous avez mis en place des dispositifs particuliers pour anticiper des problèmes de santé mentale éventuels? Par rapport à la danse, il y a donc un pôle santé avec donc une médecin qui est là et qui a une équipe avec des vacataires, il y a des physios, il y a des ostéopathes, il y a aussi une psychologue qui est avec et qui accompagne. D'ailleurs, c'est une voie aussi où certains danseurs, pour eux, c'est plus facile d'aller voir la psychologue que venir parler à un supérieur hiérarchique. Donc, qui les accompagne, qui accompagne beaucoup de danseurs. Nous, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe, mais ils sont accompagnés. Plus largement, on essaie de développer, systématiser des entretiens annuels, individuels pour les salariés artistes ou non-artistes, ce qui permet de traiter la question des salariés permanents, pour lequel on a un dispositif spécifique pour les danseurs qui sont soumis à un risque plus particulier, et puis il y a pour l'ensemble des salariés l'entretien annuel, la commission paritaire de prévention des risques psychosociaux, qui permet quand même d'avoir un maillage aussi complexe possible de l'établissement, où par ailleurs les représentants des salariés ont une présence historique assez forte et donc sont les relais de leurs collègues. Là où on doit être plus vigilant, c'est sans doute un point de progrès, c'est sur les intermittents ou les artistes qui interviennent de manière plus ponctuelle, qui sont peut-être eux moins informés, qui par définition n'ont pas d'entretien annuel individuel, pour lesquels les signaux ou l'appropriation des circuits d'alerte sont moins développés. On a de la part des représentants des salariés des alertes parfois sur les salariés non permanents, mais c'est vrai que c'est le terrain sur lequel on peut sans doute encore progresser plus sur la mise à disposition de mécanismes de recueil d'alertes diverses et variées.
Monsieur le rapporteur. Oui, moi j'ai une série une question sur deux aspects qui se regroupent. L'aspect de la gestion du risque de blessure ou du risque de blessure pour les danseurs, mais aussi pour les chanteurs, ça arrive. Comment c'est géré? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la sécurité sociale et du risque, interruption ITT, est-ce qu'il y a des choses en plus? Ça, c'est le premier point, donc sur les aspects des salariés et des salariés plutôt pour le volet artistique. Et sur la question du risque assurantiel en cas de, et ça vous est sans doute pas encore arrivé, mais ça pourra peut-être vous arriver, de décision que vous rendriez, monsieur Alexandre Neff, sur l'interruption d'une production parce que des faits délictuels ou des faits que vous jugeriez inadmissibles pour votre institution devaient être pris. Comment ce risque assurantiel est couvert? Est-ce qu'il est suffisamment couvert, et est-ce que là-dessus il y aurait des choses à faire évoluer? Je vais répondre à la deuxième partie de la question d'abord, si vous permettez. Ça ne nous est pas arrivé d'interrompre, d'arrêter une production. Jusqu'ici, l'enjeu, pas seulement commercial, artistique, est assez crucial pour nous. Je pense que l'approche sur une production lyrique, ce serait plutôt de remplacer. Ce qui peut être difficile, mais remplacer à la dernière minute, ça nous arrive. C'est possible que vous travaillez avec un chanteur soliste pendant 6 semaines pour préparer une nouvelle production. Il tombe malade le jour avant la première. Et la première a lieu. Avec un remplaçant qui arrive, des fois c'est l'assistant à la mise en scène qui joue le rôle et le chanteur qui arrive chante du proscenium. Du coup, on est obligé de bricoler un peu, on arrive à bricoler. Et ça peut s'appliquer juste autant pour un chef d'orchestre, pour un metteur en scène, etc. Je pense que ce serait notre approche pour sauver la prod, c'est de remplacer, comme on remplacerait un collègue qui est tout simplement malade avec une grippe. Oui, dans le cas, je prends un autre cas. Vous mettez en place une coproduction avec un artiste international ou français d'ailleurs, qui est le metteur en scène, qui serait le metteur en scène ou le chorégraphe ou le chanteur principal. Et vous décidez, donc toute l'économie du projet peut tenir autour de cette personne, c'est-à-dire c'est la mise en scène de... voilà. Et si là vous prenez la décision d'arrêter cette production parce que la personne aurait eu des faits pénalement répréhensibles ou que vous jugez inadmissibles, parce que ça peut être aussi une question morale que vous prenez en tant que directeur de l'établissement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un risque, est-ce qu'il y a ce risque peut être couvert par les assurances dans le cas où il y aurait des faits délictueux par exemple? Enfin, pas sur les faits délictueux parce qu'on ne peut pas assurer les délits. Pour avoir une assurance, il faut que le risque soit assurable, ce qui suppose d'avoir une surface, un nombre de cas de figure assez récurrent pour que des assureurs acceptent de le couvrir. Sans faire de boutade, je pourrais dire que c'est un peu comme le risque de grève. Est-ce qu'on peut l'assumer? Est-ce qu'on peut l'assurer à l'opéra? Je ne suis pas sûr de trouver un assureur qui l'assume. Ce qui est certain, c'est que, peut-être pour répondre à votre question dans l'autre sens, c'est que le fait que le risque soit assuré ou pas n'empêcherait pas qu'on annule éventuellement une production si de toute évidence la figure emblématique de la production s'était livrée à des faits avérés et complètement inassumables par le théâtre. Je pense qu'on aurait à un moment ou un autre à assumer une décision, y compris si elle a des conséquences économiques lourdes. Si à un moment ou un autre, le développement de mesures éventuellement d'annulation, leur nombre permet d'avoir une assurance à des conditions économiques correctes, on pourra l'assumer, mais c'est, je dirais, plus une modalité économique. C'est pas l'existence d'une assurance qui va nous empêcher de prendre une décision, y compris radicale, s'il faut la prendre, notamment en tant qu'établissement public. Cinéma, il y a une offre assurantielle qui se met en place qui permet d'assurer pendant 5 jours à hauteur de 500 000 € l'interruption d'un tournage, le temps d'une enquête. C'était ça. J'ai peut-être pas été suffisamment clair dans ma question. Est-ce que là-dessus, vous avez déjà eu des discussions avec les assureurs sur le fait de dire, bon,
pendant qu'on fait l'enquête, ça va être 3 jours d'interruption. Est-ce que vous pouvez nous assurer ces 3 jours-là, sachant que après on reprend ou on remplace? On n'a pas eu cette réflexion, on est prêt à la voir si des outils d'assurance, des dispositifs d'assurance existent, mais la question ne s'est pas posée, on pourrait effectivement y réfléchir. Sur la sécurité, sinon, parce que vous avez évoqué une question plus large sur la sécurité, nous, en tant qu'employeurs, et je le rappelle, l'Opéra de Paris, en tant qu'EPIC, est un employeur relevant du droit du travail de droit commun, on a une obligation de sécurité qui s'impose à nous vis-à-vis de nos salariés sur l'ensemble des risques. Et les risques psychosociaux, les risques de violence psychologique ou physique sont des risques parmi d'autres. Et le théâtre lyrique, le ballet, c'est une activité qui est risquée. Il y a des risques pour les danseurs, ils sont évidents, de blessures, des risques musculo-squelettiques, acoustiques, auditifs. Pour les musiciens, il y a des risques d'exposition chimique, des risques optiques importants parce qu'il y a des projecteurs, il y a des risques de chute, des risques de chute d'objets, des risques de chute des salariés sur scène ou en coulisses parce qu'on est concentré sur une activité de spectacle alors qu'on est dans une semi-obscurité ou au contraire surexposé à la lumière, le tout avec des décors qui sont en mouvement et souvent assez volumineux et lourds au-dessus de la tête de ceux qui se livrent au spectacle. Donc on a véritablement un environnement qui présente des risques qu'on essaye de traiter de la façon la plus systématique et professionnelle dans le cadre de l'ensemble des dispositifs que le droit du travail prévoit et que nous renforçons parce que nous avons une exposition plus forte. On a d'ailleurs un taux d'accidents du travail supérieur à la moyenne des salariés, ce qui n'est pas très surprenant finalement, ne serait-ce que chez les danseurs. Chaque blessure est un accident du travail et dès qu'un danseur a une douleur, une blessure, on lui recommande de s'arrêter pour pouvoir ne pas suraggraver sa blessure et se soigner. Donc on a une prise en compte de plus en plus systématique de cette notion de sécurité dans toutes ses dimensions. Et d'ailleurs, la dimension, encore une fois, des risques psychosociaux, et y compris des VHSS, s'inscrit dans cette obligation de sécurité que l'employeur doit à ses salariés. Merci. Est-ce qu'il y aurait un sujet qu'on n'aurait pas abordé et que vous souhaiteriez aborder avant la fin de cette audition ? Et est-ce que vous... Monsieur Juste un point, puisque dans les questionnaires indicatifs qui nous étaient indiqués figurait la question de savoir s'il y avait des dispositifs qui pouvaient être améliorés ou nous aider. Voilà. Alors, sans être trop prescriptif, mais on l'a vu d'ailleurs dans le cas des échanges que nous avons eus avec la maîtrise des Hauts-de-Seine, et pour différents cas de figure, différents signalements auxquels nous sommes confrontés, avoir des organismes agréés ou habilités, ou en tout cas un mécanisme public de reconnaissance de la qualité de tel ou tel organisme pour venir enquêter ou apporter une enquête ou un conseil dans un cas de signalement de VHSS, ça pourrait être utile pour qu'on lève en quelque sorte le doute ou la suspicion sur la légitimité de l'organisme en question. Ça, c'est quelque chose qui peut manquer. Un autre élément, mais qui relève moins de la réglementation, de la loi que du développement d'outils, c'est la possibilité d'avoir des outils de la formation en ligne dématérialisée pour pouvoir tout de même, sans préjudice de l'intérêt d'une formation présentielle, mais donner notamment à la multitude d'intervenants ponctuels au moins des bases minimales qui soient fournies en ligne. Ça pourrait être aussi assez intéressant pour avoir une meilleure garantie que tous ceux qui viennent sur nos plateaux, dans nos théâtres, sont formés au moins, ont les bases. Alors, il existe un MOOC, ça c'est sûr, donc un module de formation en ligne. Il faudrait que je regarde si il est ouvert de manière permanente. C'était issu de la recherche. C'était une chercheuse en droit qui avait fait ça et qui était extrêmement bien fait. Il faudrait qu'on regarde s'il est en ligne de manière permanente. Son nom m'échappe là à l'instant, mais elle était de l'Université de Lille. C'était une collègue et c'était vraiment très bien fait. C'était en 8 séances de mémoire. Et il faudrait regarder si on peut faire des ressources comme ça en ligne accessible. Et il y avait, j'ai vu une main se lever, non ? Allez-y, Madame Mazouzi.
Je voulais juste compléter sur la question des cellules, les cellules d'alerte d'audience et du ministère de la Culture. On n'a aucune visibilité sur les statistiques et c'est vrai que ce serait utile pour l'établissement d'avoir des remontées statistiques annuelles d'audience et du ministère de la Culture sur les cellules. Alors, on me dit que le MOOC est encore en ligne, pardon, donc de Céline Leborgne Ingaler. Et il est encore en ligne, donc il faudrait voir si on ne peut pas essayer de l'étendre largement. Voilà. Sur votre question et sur les signalements et sur audience, c'est une interrogation qu'on a, c'est comment les signalements peuvent être des éléments de déclenchement d'enquête aussi. C'est-à-dire si vous avez 10 signalements sur le même théâtre qui est un petit théâtre ou un théâtre, et que voilà, ça peut permettre de se dire il se passe quelque chose. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas complètement traité, c'est des choses sur lesquelles on aura sans doute des éléments de réflexion. Eh bien, il nous reste à vous remercier chaleureusement pour le temps consacré, pour votre disponibilité. Nous sommes à votre disposition par écrit s'il y a des choses qui vous reviendraient après, qui vous sembleraient importantes de porter à notre connaissance. Nous, à l'inverse, si nous avons des questions qui nous viennent après cette audition, eh bien, nous nous permettrons de vous écrire. Les auditions se terminent dans 2 semaines, mais par contre, le rapport sera publié au mois d'avril. Donc, d'ici avril, mettons d'ici fin mars, le canal peut être ouvert entre nous si vous avez des précisions à apporter. Je vous remercie chaleureusement.